Bonjour tout le monde, alors moi c'est Marine Dumont, je suis une des administratrices du conseil d'administration de l'ACAD. Aujourd'hui on fait cette petite capsule pour vous parler du télétravail dans le contexte actuel de pandémie, qui fait que les écoles sont fermées, que beaucoup de parents, en tout cas la majorité des parents ont leurs enfants avec eux à la maison. Donc l'ACAD c'est l'association pour l'éducation à domicile au Québec. C'est une association qui vise à regrouper ses membres, puis à également démystifier l'école à la maison au Québec. Donc, on en profite pendant cette période pour donner quelques conseils aux parents de ce que toutes les familles éducatrices nous rapportent, puis de ce que toutes les familles éducatrices ont appris dans leurs années d'école maison. Alors, il y a plusieurs éléments dont on voudrait vous faire part aujourd'hui. Je vais y aller en deux, trois temps. Là, le premier temps, ça va être concernant l'organisation plus de la journée, notamment pour les enfants. Le deuxième temps, ça va être plus sur la flexibilité pour le parent, comment le parent peut s'organiser. Puis ensuite, je donnerai quelques ressources qui peuvent vous aider pour cette organisation de la journée-là. Donc, comme le disait Noémie dans la précédente vidéo, que je vous invite éventuellement à aller regarder si vous ne l'avez pas fait encore, il y a plein d'enfants différents. Donc, quand on conseille finalement qu'il y ait de la souplesse sur l'emploi du temps, que l'organisation de la journée soit flexible, ça dépend des enfants. Il y a des enfants pour lesquels une structure ou un peu plus de rigidité, un peu plus de routine, c'est quelque chose qui peut les rassurer. Ça, c'est vous, en tant que parent, qui allez connaître votre enfant, qui connaissez votre enfant, puis c'est vous qui allez pouvoir voir dans quelle mesure mes conseils, puis les conseils de l'ACAD vont s'appliquer à vous ou pas. Donc, je vous laisserai regarder cette vidéo, puis utiliser les conseils que je vous donne comme une sorte de boîte à outils. Prenez ce qui peut fonctionner avec votre famille, ce qui vous allume. Puis, le reste, ça peut être des informations pour plus tard ou peut-être pour dans quelques jours si vous êtes rendu là. Alors, comme je disais, pour les enfants un petit peu qui ont besoin d'un peu plus de structure, ça peut éventuellement être une idée d'avoir des activités prévues à l'avance, d'avoir un planning prévu à l'avance. Mais je pense qu'il y a beaucoup d'enfants qui bénéficieraient d'une souplesse dans la journée, qui bénéficieraient éventuellement faire une pause de cette structure très organisée, très cadrée selon des horaires scolaires. Alors, finalement, comment faire? Je vous invite à... La première chose, c'est de baisser la pression, de baisser les exigences. Vous êtes des parents. Vous n'êtes pas des enseignants comme il y a dans les écoles. Vous n'avez pas à organiser la journée d'une vingtaine d'enfants. Vous avez 1, 2, 3, en tout cas, le nombre d'enfants que vous avez dans votre famille, mais vous êtes plus comme un accompagnateur du développement de votre enfant. Vous allez l'accompagner dans ses apprentissages, vous allez l'accompagner dans sa vie de tous les jours, surtout en ce moment où la situation peut être stressante, il y a des parents inquiets, les enfants vont ressentir tout ça. Donc, voyez-vous plus comme un accompagnateur du développement de votre enfant. On disait dans une des vidéos, dans la vidéo précédente, Noémie disait qu'une heure à 1h30 de travail académique par jour, finalement, ça suffit à faire progresser l'enfant. Ça suffit à maintenir ses acquis. Donc, l'idée, c'est pas de reproduire l'école. L'idée, c'est pas de mettre une pression supplémentaire à votre enfant pour qu'il voit la même chose qu'il allait voir à l'école, puis surtout selon le même format. J'ai vu dans quelques groupes Facebook ou autres que certains demandaient des ressources vraiment très très collées à l'école. Il y avait des gens qui référaient à la progression des apprentissages du Québec.
je pense que c'est beaucoup de pression à se mettre sur le dos des parents d'aller chercher ça là-dedans. Donc, allez-y, plutôt en valorisant les activités que votre enfant veut naturellement faire. Allez-y en valorisant les efforts de votre enfant. Pour lui aussi, c'est une situation stressante. Donc, rien que le fait de continuer à être fonctionnel, d'avoir de l'intérêt pour des activités dans la maison, c'est une bonne chose. Puis, il y a des apprentissages qui se passent à travers ça. Puis, il peut y avoir tout un tas d'exemples, mais si au bout de 3 fois où votre enfant va regarder la Reine des Neiges 2, par exemple, si ça débouche sur une discussion sur le féminisme, si ça débouche sur une discussion sur les Premières Nations, alors c'est une bonne chose, c'est des apprentissages, c'est une discussion pertinente qui va créer des réflexions chez votre enfant. Donc, quand votre enfant choisit une activité, en faire un retour plus tard, que ça ouvre sur une discussion en famille, par exemple, lors du dîner ou lors du souper. Donc, c'est possible de donner un sens. C'est possible de donner un sens à l'activité que votre enfant a faite. Et c'est possible aussi de valoriser ce genre d'activités qui sont vraiment, vraiment intéressantes, puis vraiment amusantes, vraiment le fun pour vos enfants. Et je vous garantis que dans toutes les activités que font votre enfant, on est capable d'y trouver des apprentissages. Donc, si je reviens un petit peu sur l'emploi du temps de vos enfants, le conseil généralement qu'on donne, c'est prendre du temps, de passer du temps avec vos enfants. Puis ça paraît un petit peu paradoxal en ce moment où il y a beaucoup de parents qui doivent télétravailler, en tout cas qui travaillent de la maison. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que ça a des retombées qui sont positives pour votre organisation familiale. Puis c'est très fréquent finalement de voir que lorsqu'on joue un 20 minutes avec son enfant, ensuite il va être capable de jouer un 20 minutes tout seul. Puis c'est quelque chose qui va... J'étais mon téléphone. Puis c'est quelque chose qui va finalement se développer. Vous allez jouer un 20 minutes avec lui, il va jouer ensuite un 20 minutes tout seul, puis vous vous êtes dégagé un 20 minutes pour faire vos tâches à vous. Le lendemain, peut-être que ça va être juste 15 minutes, mais peut-être que le 3e jour, il va être capable de jouer 1 heure tout seul. Donc, je vous invite finalement à essayer ce genre de stratégie, dans le sens que faites passer les besoins de vos enfants en premier, et vous aurez, vous, un retour qui vous permettra ensuite de vous dégager du temps. Dans la précédente vidéo, Noémie a parlé un petit peu du jeu libre, puis c'est également une habitude que certains enfants pourraient bénéficier à développer. On a aujourd'hui beaucoup d'enfants qui ont un emploi du temps très chargé, d'école, d'activités extrascolaires, etc. Alors, l'autonomie dans leur jeu, ils n'ont pas forcément ni le temps de le faire, ni l'espace de le faire. Bon, bah là, on est tous chez nous, normalement. Donc, c'est un bon moment pour expérimenter ça. Donc, on avait déjà évoqué que le jeu libre développe plein de compétences essentielles, finalement de la créativité, de l'adaptabilité, etc. chez l'enfant. Mais si vos enfants n'ont pas cette habitude-là, c'est probable qu'au début, ils vont s'ennuyer, ils vont tourner en rond, ils vont se chicaner, ils vont avoir des comportements probablement inappropriés. Mais ça va prendre du temps, ça va prendre de l'accompagnement. Là, aujourd'hui, on est rendu avec une prolongation de la fermeture des écoles. Ça va aller jusqu'au mois de mai au minimum. Donc, ça vaut vraiment la peine d'investir, ça vaut vraiment la peine d'accompagner les enfants pour qu'ils expérimentent dans le jeu libre. Tout ça étant dit, comment on fait pour télétravailler? Parce que là, on a des parents qui sont supposés télétravailler à la maison, où il y a une espèce de rendement qui est attendu, un certain nombre d'heures à faire, de tâches à faire. Alors, c'est une question qu'on a posée sur les groupes privés de la CAID. Je vais vous donner quelques-uns des conseils que les parents ont rapportés pour que ça fonctionne. Il faut savoir qu'il y a beaucoup de parents qui travaillent à temps partiel en tant que travailleurs autonomes, qui ont des compagnies à la maison, etc. En tout cas, des parents qui ont besoin de se dégager du temps dans leur journée pour faire leurs tâches professionnelles. C'est également mon cas. Moi, j'ai des tâches universitaires et professionnelles à gérer en même temps que mes enfants. Donc, comment on s'organise pour ça? La première chose à se souvenir, c'est que ça prend de la flexibilité.
Ça prend vraiment la possibilité d'adapter son emploi du temps. Alors, en ce moment, le gouvernement invite les compagnies à faire preuve de souplesse, à éventuellement rattraper des heures plus tard. Alors, cette flexibilité, c'est possible de la trouver dans beaucoup de cas. Donc, reprendre les heures plus tard, aménager les tâches pour que y ait une diminution de cette pression de performance sur le parent, qu'il soit capable de se rendre au bout de ses dossiers ou au bout du travail qu'il a à faire. Donc, c'est quelque chose qu'il faut réfléchir avant, finalement, de se lancer dans une semaine de travail. C'est le bon moment, comme on est lundi matin, de le faire. Donc, réfléchissez à ce qui est possible en termes de flexibilité. Quelles sont les choses que vous pouvez faire? Quelles sont les choses que vous ne pouvez pas faire? Donc, finalement, priorisez ce qui est urgent, priorisez ce qu'il faut faire absolument chaque jour ou chaque semaine et faites-vous des listes. Ensuite, il faut qu'il y ait beaucoup d'acceptation. Acceptez le fait qu'il n'y a pas de routine, qu'il y a peu de routine. Acceptez que certains jours soient productifs, acceptez que certains jours ne le soient pas. En s'enlevant, puis c'est facile à dire, mais il faut essayer, en s'enlevant une forme de culpabilité, finalement, on va être plus productif au moment où on aura du temps pour travailler. Donc, c'est ça. Il va y avoir peu de routine. Il va y avoir même pas de routine, où certains vont réussir à mettre une routine en place avec quelques temps dans la journée, où les parents vont savoir que ça va être possible finalement de travailler. Ensuite, il y a également une possibilité qui paraît logique, mais il faut quand même en parler. C'est la possibilité d'alterner avec le conjoint ou la conjointe. Mettons qu'une des deux personnes se concentre à 100% le matin, puis est dans une pièce fermée où les enfants ne vont pas, et l'autre parent occupe les enfants et éventuellement va être capable de se trouver quelques moments pour lui faire ses propres tâches. Mais la possibilité d'alterner un le matin, un l'après-midi, c'est quelque chose qui fonctionne aussi. Ça prend des fois des tâches où on a besoin d'être vraiment concentré plusieurs heures de suite. C'est sûr qu'en étant interrompu toutes les 15 minutes ou toutes les 15 secondes, c'est difficile de s'y mettre. Alors, y aller en alternance, c'est quelque chose qui peut également fonctionner. Et un des conseils que je trouve le plus intéressant puis le plus efficace, ça va être de fractionner le plus possible les tâches. C'est très utopique de se dire que je vais finir mes 5 dossiers puis qu'après je vais être libre tout le reste de la journée pour être avec mes enfants. Parce que c'est sûr qu'à ce moment-là où je vais me mettre devant mes 5 dossiers, c'est le moment-là que mon enfant va jamais s'occuper tout seul. Donc, fractionner le plus possible. Qu'est-ce que je peux faire en 15 minutes? Qu'est-ce que je peux faire en 10 minutes? À quel moment je vais avoir besoin de 2 heures devant moi pour faire mes choses? Donc, c'est ça. Et, alors, je parlais des 5 dossiers juste avant, mais mettez-vous peut-être des objectifs à court terme. Ok, je fais un dossier, puis je prends 10 minutes de pause avec mon enfant. Je fais un dossier, et après, je suis disponible pour répondre aux questions de mon enfant. Donc, finalement, c'est ça. Faites des pauses. En plus, le bénéfice, c'est que ça vous fera une pause d'écran pour vous. Ensuite, la dernière chose, des petits conseils qu'on veut donner, puis on pourra y revenir un petit peu plus en détail dans d'autres vidéos, c'est de maximiser les temps de travail quand c'est possible. Votre enfant fait la sieste, parfait, c'est le moment. Là, vous allez dans vos gros dossiers. Là, vous allez dans des tâches qui demandent vraiment beaucoup plus de concentration. Votre enfant écoute un film, oui, vous avez 1h30 devant vous. Ok, votre enfant commence à jouer, vous êtes confiant que vos enfants se sont lancés dans la construction d'une cabane dans le salon, ça va leur prendre au moins 30 minutes. Allez-y, prenez cette concentration. Isolez-vous éventuellement dans une pièce fermée, vos enfants savent qu'ils peuvent venir vous voir en cas de besoin, mais isolez-vous dans une pièce fermée et mettez des écouteurs pour couper le bruit. Il faut savoir vraiment saisir le moment où vous allez avoir la possibilité de vous concentrer puis de faire vos tâches. Puis je vous invite aussi à faire attention à la frustration puis à la culpabilité. Vous vous faites interrompre sans cesse
vous allez, au lieu de persévérer, ok, non, faut que je finisse ce dossier, et puis on va se voir dans 5 minutes. Des fois, c'est mieux de dire, bon, ok, on fait une pause maintenant, parce que sinon, vous allez être à moitié concentré, puis votre enfant va être frustré, puis l'ambiance familiale va vraiment s'en ressentir. Donc, faites une pause, allez jouer le 10 minutes nécessaire pour occuper votre enfant, pour lui donner l'attention dont il a besoin, et essayez de vous retrouver un moment plus tard. En termes, finalement, d'activités peut-être plus concrètes à faire pour votre enfant, si vous n'êtes pas disponible pour être assis à côté de votre enfant, pour l'accompagner, donnez-lui un travail, un exercice, un jeu, un dessin à faire à la fois. Quelque chose qu'il est capable de réaliser tout seul. Quelque chose où il ne va pas venir toutes les 23 secondes vous demander qu'est-ce qu'il faut qu'il fasse après. Alors ça, c'est des affaires puis des activités qu'on peut sélectionner à l'avance. C'est des activités que vous puis vos enfants, vous pouvez en parler à l'avance, prévoir peut-être une petite boîte avec des activités prévues où ils peuvent piger dedans quand ils savent que le maman ou papa est occupé pour peut-être les 30 prochaines minutes. Certaines familles ont aussi parlé du fait que le moment du télétravail, finalement, c'était le moment où on sortait un jeu spécial. Les enfants avaient le droit à une activité vraiment spéciale qui les allume, où ils ont du plaisir à jouer avec. Donc, c'est transformer ces moments où le parent n'est pas disponible en moment spécial aussi pour les enfants. Je pense qu'il faut aussi mentionner que c'est aussi une période qui est intéressante pour responsabiliser les enfants. On peut les impliquer dans la vie de la maison. En fait, que le parent décide qu'il a besoin d'un 10 minutes pour finir son travail en cours. Bon, alors peut-être que avec de la pratique, ça peut être le moment où l'enfant va ranger les 14 jeux de société qu'il a sortis avant pour pouvoir, quand le parent sera disponible, débuter sur autre chose. Ça peut être de débarrasser la table, de faire son lit, enfin bref, toutes les choses que vous demandez à faire normalement à vos enfants. Ça peut être un moment pour peut-être les pratiquer aussi. Et finalement, il y a énormément de ressources disponibles en ce moment. On le voit, les personnes qui sont actives sur les réseaux sociaux, tous les jours, il y a comme plein d'annonces de telle compagnie qui met des choses en ligne gratuitement, exceptionnellement, dû à la situation. Puis, toutes ces choses sont passionnantes, toutes ont des formats intéressants, mais certaines vont vous intéresser, vous allez trouver ça hyper passionnant d'aller investiguer telle ou telle affaire. Peut-être que votre enfant, non. Alors, je vous invite aussi à écouter votre enfant, à fonctionner par essai-erreur. On lui présente une ressource, on lui imprime un casse-tête, un labyrinthe, quoi que ce soit pour l'occuper, puis peut-être qu'il va pas aimer ça. C'est correct. Alors, c'est pas grave, on essaye une autre ressource. Si ça clique pas, on en essaye une autre. Finalement, là où je veux en venir, c'est que c'est facile de se perdre complètement sur Internet, à aller regarder les 14 milliards de ressources qui sont disponibles en ce moment, puis d'en faire aucune. Donc, fonctionnez par essai-erreur. Essayez, comme je disais tantôt, essayez de prioriser ce qui est le plus pertinent pour vous. Si votre enfant a peut-être des difficultés dans une matière, est-ce que c'est le bon moment de le faire travailler là-dessus alors que vous n'êtes pas disponible? C'est des questions à se poser. Peut-être c'est plus le moment qu'il fasse un jeu sur un autre sujet qui l'intéresse. Si possible aussi, puis une réflexion que je trouve intéressante, profitez-en pour discuter de votre travail avec votre enfant. Vous pouvez lui montrer ce que vous êtes en train de faire, lui expliquer. C'est parfois obscur ce que fait un parent à son travail quand on est un enfant puis qu'on est à l'école toute la journée. Là, c'est un moment où les deux milieux rentrent en collision. Alors, c'est intéressant aussi peut-être de l'inclure dans cet environnement-là qui est à vous. Puis ça peut apporter des discussions intéressantes, puis ça peut apporter aussi de la compréhension de la part de votre enfant. OK, mon parent a besoin de 10 minutes pour terminer ça comme il me l'a montré, et je suis capable d'attendre 10 minutes, puis je suis capable de m'occuper de 10 minutes. Je suis capable aussi
de développer mes propres projets en tant qu'enfant. Je suis capable de travailler à une table avec mes propres projets, puis je vais être fière d'aller les montrer à mon parent plus tard. Dans chacune des petites vidéos, des petites capsules qu'on fait, qu'on fait puis qu'on fera dans les prochains jours, on essaye aussi de partager quelques ressources qu'on a personnellement ou qu'on a eu des très bons retours sur le sujet. Donc aujourd'hui, la première ressource de laquelle je vais vous parler, c'est le fichier des ressources d'éducation à domicile qui a été fait par la communauté de l'ACAID. C'est un fichier qui est hyper intéressant, qui a été créé par un super bénévole. L'avantage, c'est qu'il est mis à jour et qu'il est complété très très souvent. Vous-même, vous tombez sur une ressource que vous trouvez très très intéressante. Vous pouvez compléter, il y a un formulaire pour demander que des ressources soient ajoutées. Donc, je vous invite à peut-être l'explorer, comme je disais, sans vous perdre, à aller regarder l'ensemble des ressources qui se font, mais peut-être à sélectionner avec des mots-clés, puis aller voir quelles ressources sont disponibles sur le sujet. La deuxième chose dont je voulais parler aujourd'hui, c'est que tous les jours à 10h, il y a des capsules de formation en ligne en astronomie. C'est par l'organisme qui s'appelle À la découverte de l'univers, puis c'est via leur chaîne YouTube. Ça dure à peu près une demi-heure, puis ça ouvre des questions, puis ça parle d'un sujet différent d'astronomie à chaque jour. Je pense qu'il y a des invités différents aussi également. Fait que si vous avez des enfants qui sont intéressés par l'astronomie, ben, ça peut être pertinent de leur offrir cette possibilité-là. Puis, comme j'avais dit au début, ça peut être aussi le moment pour aller explorer d'autres types d'apprentissage ou d'autres types de sujets qu'on ne fait pas en temps normal, puis qui peuvent être faits d'une manière amusante et pertinente. Donc ça s'appelle À la découverte de l'univers, puis il y a un site internet, puis c'est tous les jours à 10h. Ensuite, il y a beaucoup de sites qui répertorient les visites virtuelles de musées. Alors c'est sûr que ça n'a rien à voir avec visiter un vrai musée, mais ça peut ouvrir à d'autres apprentissages. Puis je vous inviterai à chercher dans le fichier des ressources de l'ACAID. Il y a un site internet qui propose des peintures célèbres d'artistes qui sont sans couleur, à imprimer puis à colorier. Donc ça peut être pertinent d'aller explorer un musée, de voir une des peintures, de l'imprimer, votre enfant la colorie ensuite. Ça permet d'intégrer aussi beaucoup de choses. Donc d'associer deux ressources ensemble, ça peut aussi être une bonne idée. Ensuite, quelque chose que je vous conseille aussi, c'est les balados. Nous, ça marche vraiment beaucoup chez nous. Notamment les balados qui s'appellent les Odyssées de France Inter. Donc c'est une manière très ludique de présenter des moments historiques ou des personnages historiques avec tout un tas d'effets, de voix, etc. Puis c'est très court, ça dure une vingtaine de minutes. C'est facile pour un enfant de se concentrer pendant une vingtaine de minutes, puis de laisser ce petit temps de travail aux parents. Donc c'est les Odyssées de France Inter. Et pour les enfants qui ont la capacité, en tout cas puis l'intérêt à se concentrer plus longtemps, les livres audio, c'est une très bonne façon de s'imprégner de la lecture, puis une manière ludique de découvrir les livres. Ça fait un break aux parents qui également ne peuvent pas lire des histoires toute la journée. Puis si c'est encore mieux, vous avez le livre en même temps, que l'enfant écoute puis lit en même temps, ça développe l'apprentissage de la lecture. C'est des pratiques qui ont été reconnues pour des enfants, par exemple, dyslexiques. Donc c'est ça, je vous invite à explorer les livres audio. Il y en a tout un tas que vous pouvez trouver en ligne. Puis finalement, il existe aussi des BD audio. Il y a plus d'une quinzaine, je pense, de Tintin qui ont été adaptés en radiodiffusion. Fait que ça se trouve aussi pour écouter. Puis ça, ils sont découpés en plusieurs bouts, mais une bande dessinée au complet peut durer peut-être 2h30, peut-être même plus qu'un film. Mais l'enfant peut aussi, pareil, si vous avez la version papier chez vous, suivre en même temps.
Alors, ça finit les quelques ressources que je voulais vous partager aujourd'hui. Je vous souhaite beaucoup de courage, puis beaucoup puis du succès dans arriver à concilier le côté travail qui est un petit peu obligatoire avec le côté de plus apprentissage de vos enfants, mais aussi d'arriver à équilibrer tout ça avec la gestion peut-être du stress, de l'anxiété, qu'elle soit par rapport à la santé ou par rapport à la situation financière, par rapport aux conséquences qu'on envisage en ce moment. Si vous êtes à la maison puis que vous ne travaillez pas, vous n'êtes pas dans la capacité de télétravailler, je pense que c'est également des conseils qui peuvent vous aider. C'est important de prendre soin de soi aussi parce que finalement les enfants vont absorber tout ce que vivent leurs parents, que ce soit du stress, de l'anxiété, etc. Donc je vous invite à utiliser ces conseils aussi pour prendre du temps pour vous. Il y aura d'autres capsules vidéo de la quête dans les prochains jours. Puis on vous tiendra au courant sur la page Facebook de la quête quand on aura choisi. Je vous inviterai, si vous avez des sujets que vous aimeriez qu'on aborde ou qu'on cherche des parents éducateurs qui vivent... je pense qu'il y a quelqu'un qui avait demandé au secondaire. C'est des choses qui vont probablement s'en venir dans les prochains jours. Mais je vous invite à commenter en dessous de cette vidéo s'il y a des questions auxquelles vous voulez qu'on réponde ou des sujets qu'on adresse particulièrement. Alors, bonne journée tout le monde!